Je vais introduire en m'appuyant donc sur le texte de Christian Eschen qui a préparé pour les fédérations départementales de la libre pensée, donc un texte qui colle à notre agenda la journée. Alors, ce texte s'appelle « Prière pour apprendre à être sage ». Jésus, je veux devenir de plus en plus sage. Je veux apprendre à toujours choisir ce qui est beau, ce qui est bien. Je veux apprendre à obéir simplement, joyeusement, avec confiance. Je veux apprendre à faire ce que tu aimes. Je veux apprendre à vivre comme toi. Bon, je vois que vous êtes à la fois très scolaire. On attend la chute en fait. C'est une mise en ambiance. La salle répond Amen. Voilà. Amen. Alors, ceux qui veulent en savoir plus, tout à l'heure, pourront ce petit cahier scolaire. Voilà. C'était une petite plaisanterie. Alors, nous ne sommes pas des laudateurs de l'assassinat, mais la fin d'un régime despotique et absolutiste. Il fallait trancher vigoureusement pour en finir avec l'ancien régime, et cela a été fait. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible, la liberté ou la mort, proclamaient les sans-culottes. Il fallait adresser un message clair à toutes les monarchies coalisées contre la Révolution française. Paris se dressait contre Coblence. Il y eut pourtant des reculs. Le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration, le Second Empire. Mais la Révolution creusait toujours, et ce fut 1830, 1848, 1871, 1944. C'est sur la base de cette compréhension historique que la libre pensée considère que nous sommes revenus à une situation comme en 1848, où tout est sur la table, tout doit être à nouveau débattu, reconstruit, refondé, mais cette fois-ci sur la base de ce qui a été acquis et compris. À chaque fois, le mouvement révolutionnaire apprenait et progressait, même si les reculs lui portaient des coups. On ne part jamais de rien, on tire toujours des leçons positives de ses échecs et rarement de ses victoires que l'on n'analyse pas et que l'on pourrait savourer trop longtemps et se perdre. 1958 a porté un coup sévère à la démocratie et à la République, mais le mouvement s'est ressaisi. Il s'est reconstruit, il a construit sa résistance et il a conduit le régime à l'agonie. Et pourtant, ce régime dure et il ne peut plus durer. On assiste à toutes les phases donc, de convulsion, toutes les solutions pour faire durer le malade ont été utilisées, plus rien ne marche. Le pays médusé, sidéré de voir que ce régime à l'agonie qui détruit tout ce qui a été édifié pour le progrès humain est détruit et tous les acquis sont remis en cause. Alors, y a-t-il une solution pour stopper ce vaste retour en arrière? Ne peut-être que le choc frontal. Chacun s'y prépare à sa manière. Depuis 30 ans, sans aucune interruption, ce monde inquiet connaît crise sur crise, affrontement sur affrontement, révolte sur mouvement social. À chaque fois, le mouvement s'arrête et repart sur les acquis du mouvement précédent. Le dernier que nous avons connu, contre la réforme des retraites, est riche d'enseignements. La force du mouvement, notamment de la classe ouvrière, a empêché l'intersyndicale de se dissoudre sans trahir et a contraint à son maintien sur le mot d'ordre « retraite ». On s'en souvient, c'est encore bien dans nos têtes. C'est la première fois qu'on a connu une situation où tous les syndicats unanimes ont dit non et retrait. Mais la force du mouvement n'a pas été encore suffisamment forte pour bloquer le pays
et contraindre l'intersyndicale à appuyer ce blocage en appelant à sa mise en œuvre. La leçon ne sera pas perdue. Il nous donne, Christian, d'autres exemples. Dans le mouvement contre les violences policières d'État, une première jonction a été faite entre le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, les associations démocratiques et laïques, les organisations d'immigrés, les comités pour que justice soit rendue aux victimes des assassinats par les policiers, et aussi les comités de quartier. Cette jonction s'est aussi concrétisée dans les rassemblements et manifestations en solidarité avec le peuple palestinien, victime de la barbarie du génocide à Gaza par l'État théocratique d'Israël et son gouvernement de fascistes. Une telle union et une telle force a conduit le macronisme à tous les renversements d'attitude, le confinant au ridicule du « en même temps ». Toutes les manœuvres, au nom du prétexte hypocrite de la lutte contre l'antisémitisme pour mieux couvrir les crimes sionistes, n'ont pu empêcher ce mouvement de solidarité avec le peuple palestinien de se poursuivre, de s'amplifier ici dans le pays comme dans le monde entier. La crise et l'affolement du pouvoir l'a conduit à cette sinistre comédie de vouloir enrôler le culte israélite à l'Élysée. On se souvient là, du rendez-vous de la Hanouka pour une opération donc, de survie. Ce rendez-vous a lamentablement échoué et même le CRIF a condamné cette violation de la laïcité. On n'avait jamais vu ça. Pour diviser ses opposants et la société, le régime a voulu utiliser la question de l'immigration comme énième planche de salut. Mal lui en a pris. L'Assemblée nationale, pourtant faite de beaucoup de godillots, a rejeté le projet de loi avant même qu'il ne soit discuté. La crise est là, béante, toujours plus profonde. Le gouvernement n'a pas utilisé son 49.3, il n'est pourtant pas avare, puisque depuis le début de la législature, il en a utilisé 20. L'article 49.3, c'est le droit de veto du capet de la Ve République. Cela ne peut pas durer plus longtemps, ad vitam aeternam. Il arrive toujours un moment où le peuple s'insurge et où les Bastilles tombent. La crise s'amplifie. Les vieilles recettes ne font plus florès. Alors le gouvernement présente une nouvelle loi sur l'immigration. C'est la 30e en 40 ans avec un triple objectif. Accroître la pression sur les immigrés pour les précariser encore plus dans l'exploitation, les désigner comme responsables de l'insécurité, responsables des violences dans la société, pour mieux les réprimer. Il tente aussi cette loi tente de faire un pont avec la droite et l'extrême droite, qu'il instrumentalise à outrance pour faire durer son régime. Mais cela commence à se voir. Le rejet préalable de sa loi raciste et réactionnaire est une première depuis 25 ans. Alors, Christian, nous aussi, nous pensons qu'il va dans le mur. Il n'a pas compris, entre autres choses, que prôner la mondialisation de l'économie et en même temps refuser l'immigration, c'est quand même un peu contradictoire, puisque l'immigration, c'est le corollaire, en fait, de l'exploitation et des guerres. Il n'a pas été contraint à utiliser le 49.3 grâce à qui? Eh bien, grâce à la droite et grâce au renfort de Le Pen. Et cela a validé cette victoire idéologique du Rassemblement national. Cette loi raciste réactionnaire est à rejeter en bloc, même si certains articles sont censurés. Ça ne suffit pas. La libre pensée a appelé à participer à toutes les initiatives qui ont exigé le retrait pur et simple de la loi. Il pourrait aussi dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne le fait pas, parce qu'il serait sans doute plus exsangue après qu'il ne l'est maintenant, parce qu'il n'est pas sûr d'ailleurs que la dissolution profite au Rassemblement national. Mais
enfin l'histoire prochaine là, nous dira s'il peut s'en passer. En face, la mobilisation a conduit une nouvelle fois à la jonction pour le rejet de la loi immigration. C'est un fait significatif de la nouvelle situation. Les associations d'immigrés ont demandé aux confédérations syndicales d'appeler à la grève pour le retrait du projet de loi. Alors on espère donc que ça va se faire, hein, ce serait bien sûr positif, mais ce que l'on retient en fait, c'est la démarche d'union, c'est ça qui est surtout le plus important. La jonction en tous les cas elle s'amplifie, puisque plus personne ne pense que l'on peut stopper ce gouvernement sans l'union de toutes les composantes de la société qui sont en but aux attaques destructrices du macronisme. Christian donc prend un autre exemple, celui du mouvement des Gilets jaunes qui, dans sa première phase, n'avait pas abouti donc, à cette jonction, on va dire, avec les syndicats, mais la tentative récente de reprendre donc, du service, entre guillemets, là, du mouvement des Gilets jaunes, la question se pose donc comme une possibilité, non pas comme une possibilité, pardon, mais comme une volonté d'y arriver. C'est notamment pourquoi la libre pensée apporte son soutien à cette initiative. Le mouvement de révolte, en fait, prend des formes différentes, mais il continue sur sa lancée et sur sa dynamique. Christian Eschen cite Nietzsche, qui observait que le serpent qui ne peut changer de peau meurt. Le vertige est en train de saisir le pouvoir. Il est minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale, minoritaire au Sénat et minoritaire dans le monde social. La quasi-totalité des ministres sont inconnus du public. Ils changent tout le temps. Cela nous rappelle que dans l'Empire romain, entre 14 et 192, il y a eu 14 empereurs, et entre 193 et 293, ils ont été 70. Et en bout de course, qu'est-ce qu'on a eu? La chute de l'Empire romain. C'est la première fois donc, que nous analysons, comme dans le numéro d'arguments, qui s'appelle « Pour en finir avec la 5e République ». Je ne sais pas si Anne-Marie a quelques exemplaires à disposition, mais en tous les cas, qu'on pointe donc que le bonapartisme en place n'a aucune base ni sociale ni politique. Il ne tient que par la répression toujours plus forte, ajoutée à une dose de mépris toujours plus grande. La récente loi proposée par une ministricule, Aurore Berger, voulant pénaliser les parents de l'attitude supposée de leurs enfants, ne se conjugue qu'avec la répression. Répression, point barre, aucune mesure sociale, ce n'est que la répression punitive. Macron devrait se souvenir de plusieurs grandes choses que l'histoire nous enseigne. Les forces de répression sont les nouveaux gardes suisses du régime. Ils ont tiré sur le peuple et la monarchie fut balayée. Le mépris affiché de la morgue macroniste, on se souvient de ces phrases si tu veux un boulot, traverse la rue, qu'ils viennent me chercher. Cela résonne comme ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Et les coups de menton de Matamor rappellent ceux de Mussolini. Tout le monde sait comment cela s'est terminé. Cela se terminera de la même manière pour Macron. On n'humilie pas impunément le peuple sans qu'il y ait une réaction à la mesure. Et comme en 1789, cela risque fort de devenir paix aux chaumières et guerre au château. Alors, Christian continue la comparaison entre 1789 et 2023. Il nous dit que sous l'Ancien Régime, la devise était « un roi, une foi », FOI. Quand les révolutionnaires se sont fourvoyés dans la constitution civile du clergé, pour lui substituer une loi, une foi, cela a donné la dislocation du clergé et la guerre de Vendée.
Tout cela finira par la première forme de séparation des églises et de l'État en 1795, par la suppression du budget du culte. Alors, est-ce que Macron, finalement, ne se prend pas pour quelqu'un d'autre? Puisque on a constaté qu'il n'y a pas si longtemps, il a invité le pape, enfin, il a accueilli le pape, à Marseille, comme si lui-même était donc un prince de sang de la famille royale. Quelque part, il se dit, l'État, c'est moi. Pour réparer le lien entre l'Église et l'État, comme il le demandait aux Bernardins, il a décrété la loi séparatisme, qui est une loi qui détruit le principe de séparation pour lui substituer un contrôle direct de l'État sur l'Église. C'est le pouvoir qui décide du religieux, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. On se rappelle aussi de la Baïa. Est-ce que c'est cultuel ou pas? C'est l'État qui en décide. Comme pour les agréments préfectoraux aussi, pour les associations qui gèrent le cultuel. Macron veut, c'est clair, assujettir le religieux à ses besoins en pensant que cela lui donnera la base sociale qu'il n'a jamais eue. Alors, on peut dire qu'il a une curieuse conception de la réparation. Il veut tout décider à notre place. Il veut nous dire ce que l'on doit penser et ce que l'on doit faire. Alors, Christian, il le compare à un garagiste. En fait, il dit, c'est un garagiste, mais avec lui, on n'est pas le client roi. Voilà. On voit les églises condamner la loi séparatisme, comme le CRIF, en fait, qu'il a fait, comme on le citait tout à l'heure, lors de la Hanouka à l'Élysée. En fait, finalement, il a surtout du talent, Macron, pour se mettre à dos tout le monde. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans une situation où tout s'aggrave, tout se disloque, où la crise succède à une autre crise. La solution qui apparaît crédible, c'est de redonner la parole au peuple. C'est à lui qu'il appartient de décider de sa destinée. Quand il n'existe plus aucune légitimité, il faut en revenir toujours à la légitimité originelle, le peuple. La summa potestas, comme disent les juristes constitutionnels. C'est pourquoi la libre pensée s'est prononcée depuis quelque temps vers la seule solution crédible et possible pour en finir avec la Ve République, qui entraîne le pays à un naufrage dramatique et qui risque dans la foulée d'ouvrir le pouvoir à l'extrême droite. Ce qui se passe dans les médias mainstream montre qu'une partie du grand capital a déjà fait son choix. Et l'histoire montre que c'est à ce moment-là que se jouent les choses. Alors, n'oublions pas qu'il y a eu le 6 février 1934, mais après ce 6 février, il y a eu une réaction, le 12 février 1934, où la force du peuple a balayé les tentatives fascistes et réactionnaires. C'est dans le peuple que réside la solution, c'est pourquoi il faut lui redonner la parole pour qu'il tranche le nœud gordien. Cette solution dans une situation où nous sommes revenus à 1848, où ce qui existait hier comme force structurante n'existe quasiment plus. Tout est à repenser, construire, reconstruire. C'est donc l'élection d'une constituante souveraine où le peuple décidera des institutions qu'il se dote pour un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc nous appelons à faire de la constituante souveraine une question posée à tout le monde, devant tout le monde. La première expression que cela pourrait prendre est d'afficher partout et donc d'acheter en masse pour le porter comme une revendication commune, le badge de la libre pensée, constituante pour la République, qui définit ainsi l'objectif et le moyen pour y arriver. Voilà, la constituante, c'est donc la réponse du peuple. Voilà, en 1789, en 1848, en 1944.
Merci de votre attention. On nous a demandé de parler du despotisme et que donc j'ai choisi un texte de l'Antiquité d'un homme politique romain du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le De Republica. Alors, avant de commencer à introduire l'ouvrage, je vais faire un bref aperçu du contexte politique et historique de l'époque. Donc, comme vous le savez, Rome est devenue la première puissance et est devenue une puissance qui avait englobé toutes les terres émergées de la Méditerranée. Donc, ça se produit en l'an 146 avant Jésus-Christ, qui voit deux événements, c'est-à-dire la prise de Carthage qui avait été sa rivale pendant 2 siècles, la prise et la destruction de Carthage qui avait été sa rivale pendant 2 siècles, et la chute de Corinthe qui a fait de la Grèce une province romaine. Et donc à partir de ce moment-là, Rome contrôle toute la Méditerranée. Et donc comme elle contrôle toute la Méditerranée, des richesses immenses affluent vers le centre, affluent vers la ville, ce qui attise des convoitises certaines dans un régime politique qui est républicain. Rome est une république à l'époque. Est une république plutôt oligarchique, c'est-à-dire que les riches propriétaires terriens ont la préséance sur tous les autres citoyens, et les hommes s'emparent de ces richesses qui affluent de tous les coins de l'Empire, et donc ça attise des convoitises et des ambitions. Vers l'an 60 avant Jésus-Christ, 3 hommes très riches, immensément riches pour les critères de l'époque, et très influents, très puissants politiquement, décident de s'associer dans ce qu'on a appelé le premier triumvirat. C'est César, Pompée et Crassus. Donc ils s'associent pour influencer et tenir les rênes de l'État. Ils sont associés, mais ils sont prêts à se trahir les uns les autres à la moindre occasion pour assumer le pouvoir suprême. Et donc à ce moment-là, Cicéron, qui a une influence politique certaine, est exilé pour des motifs un peu tendancieux. Donc je vais présenter Cicéron et un peu son ouvrage des Républicains. Donc j'ai écrit un petit paragraphe d'introduction, et ensuite je prends quelques paragraphes que je vais lire de son œuvre des Républicains pour expliquer sa notion de despotisme. Donc Cicéron commence sa carrière d'avocat, donc il était avocat de formation, en l'an 81 avant l'ère ordinaire. Il entame sa carrière politique en 75. Il acquiert très vite la réputation d'un homme de loi engagé contre la corruption. Il fait un procès contre le gouverneur de Sicile qui détourne des richesses et des œuvres d'art, et il gagne ce procès contre lui. Le De Republica, traité de la République en français, fut rédigé en 54, époque à laquelle Cicéron, il revient d'exil, scandalisé par les irrégularités de la campagne électorale pour le consulat de cette année-là, à l'époque où le monde romain allait basculer dans une série de guerres civiles qui allait durer près d'un demi-siècle, va jusqu'à affirmer que la République n'existe plus. Le De Republica, dont est tiré le présent extrait au sujet du despotisme, est un échange imaginaire entre Scipion Émilien, héros militaire du siècle précédent, et ses amis, au sujet du régime politique idéal. Donc c'est un des premiers, ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers traités de théorie politique. De théorie politique sur la nature et la fonction d'un État, qu'il soit monarchique, qu'il soit républicain, peu importe, mais la nature et la fonction d'un État, selon qui détient la souveraineté, comment s'exerce la souveraineté, etc. Je vais y revenir. Donc, c'est un échange imaginaire, donc il y a un dialogue entre Scipion et Émilien, un héros militaire du siècle précédent, au sujet du régime politique idéal. Le De Republica est largement inspiré de la République de Platon, mais aussi de la politique d'Aristote. C'est un ouvrage il faut savoir que c'est un ouvrage de circonstance. Cicéron est revenu d'exil. On l'avait exilé pour le motif suivant. On avait fait voter une loi au Sénat, donc à l'instigation de l'un des 3 du triumvirat, pour dire que lors de son consulat, il avait été élu consul avant son exil. Alors un consul, c'est une sorte de président de la République qui est élu pour un an. Il ne peut pas être reconduit l'année suivante. Il doit attendre. Il peut être réélu, mais il faut attendre quelques années pour être réélu. Et il y en a toujours 2. C'est-à-dire que l'un contrôle l'action de l'autre. Et à ce moment-là, il y avait une tentative de coup d'État d'un certain Catilina, un ambitieux, et Cicéron l'avait fait échouer, et il l'avait fait exécuter sans procès. Et donc ils avaient fait passer une loi rétroactive qui fait que tout consul qui avait fait exécuter un citoyen sans procès devait être exilé.
Donc du coup, il a dû être exilé, et puis il est revenu d'exil quelques années plus tard. Et le De Republica prépare, donc c'est un ouvrage de théorie politique, mais il prépare son retour en politique parce qu'il veut de nouveau accéder au consulat afin de résoudre la crise qui fait que bientôt il n'y aura plus de république si un de ces trois hommes, ou si ces trois hommes exercent le pouvoir de façon despotique. Donc il y a plusieurs paragraphes. Dans le premier paragraphe, Cicéron reprend l'histoire des débuts de la République romaine, c'est-à-dire en 509 avant Jésus-Christ, quand les Romains, il y a eu une révolution et ils ont expulsé les rois qui étaient d'origine étrusque, donc qui étaient d'origine étrangère. Et donc il analyse la façon dont la royauté sont converties en despotisme à un certain moment donné, et que ce despotisme enclenche en réaction une révolution du peuple, ou du moins d'une partie du peuple. Donc je vais vous lire l'extrait. Et donc vous allez voir que dans l'extrait, il y a une définition, il y a une manière de chercher de façon rationnelle les causes, l'enchaînement entre les causes et les conséquences des événements politiques. Alors il dit la chose suivante. Ici, nous allons assister à une de ces révolutions dont il nous faut étudier dès le principe le cours naturel et l'ordre des vicissitudes. Car l'objet par excellence de la sagesse politique, dont nous essayons de tracer les règles dans cette discussion, est de savoir par quelle route directe ou détournée s'avancent les corps politiques, afin de pouvoir, en prévoyant leurs errements funestes, conjurer ou combattre leurs périls. Alors voyez-vous, il y a vraiment une volonté dans ce passage de comprendre les événements afin de pouvoir avoir une action dessus, c'est-à-dire pouvoir soit conjurer les dangers, soit se donner un cap politique. Voilà, il y a vraiment une réelle volonté d'action. Ce n'est pas seulement la réflexion théorique, il y a une volonté d'action. Et d'abord, le roi dont je parle, c'est Tarquin le Superbe, le dernier des rois romains, souillé du meurtre d'un excellent prince, avait l'esprit à demi perdu. Tremblant lui-même à l'idée qu'il devait expier son crime par quelque châtiment terrible, il voulait que tout le monde tremblât sous lui. Toute ressemblance avec une personnalité politique actuelle est naturellement fortuite. Exalté par ses victoires et ses grandes richesses, il se laissait aller au dernier degré de l'insolence, là aussi il y a un rapport, impuissant à régler ses mœurs et à contenir les passions des siens. Aussi arriva-t-il que son fils aîné, ayant fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, épouse de Collatin, et cette femme noble et chaste s'étant donné la mort en réparation de cet outrage, un homme plein de vertu et de génie, Lucius Brutus, brisa le joug aux dieux qui opprimait ses concitoyens. Alors là, c'est important. Homme privé, il prit en main la cause de toute la nation et montra le premier parmi nous que lorsqu'il faut sauver la liberté de la patrie, tout citoyen devient homme public. À savoir, Rome entière se soulève. La vue du père de Lucrèce et de tous ses proches plongés dans le deuil, le souvenir de l'arrogance de Tarquin et de 1000 injures faites au peuple par le tyran et par ses fils, indigne des esprits, et l'exil est prononcé contre le roi, contre ses fils et toute la famille des Tarquins. Ça donne envie. Voilà. Alors donc, après, il poursuit, et il a d'abord la théorie politique selon laquelle une royauté, le pouvoir d'un seul, mène forcément au despotisme. Voilà. Et donc, c'est une théorie qui a été héritée d'un historien grec qui s'appelle Polybe. C'est une théorie qui s'appelle une théorie de politique qui s'appelle l'anacyclose, qui, en fait, c'est une forme de dégradation de la forme idéale d'un État vers quelque chose d'autre, comme un pourrissement de la machine de l'État. Et donc, cette anacyclose, c'est une fatalité dans la pensée de Polybe. Mais dans la pensée de Cicéron, il transforme cette théorie en disant qu'il y a moyen de par l'action politique, il y a moyen de résoudre cette difficulté. Donc je poursuis. Voyez-vous donc comment le roi fit place au despote et comment, par la perversité d'un seul, une des meilleures formes de gouvernement devint la plus odieuse de toutes. Tel est bien le caractère du despote que les Grecs nomment tyran, car il n'accorde le titre de roi qu'à celui qui veille aux intérêts du peuple comme un père, et qui s'emploie sans cesse à rendre la condition de ses sujets la plus heureuse possible. La royauté est, comme je l'ai dit, une forme de gouvernement très digne d'éloge. On n'est pas forcément obligé de partager l'opinion de Cicéron, cette facilité-là. Mais qui malheureusement se trouve toujours sur une pente fort rapide, et singulièrement dangereuse. Dès que l'autorité royale s'est changée en une domination injuste, il n'y a plus de roi, mais un tyran, c'est-à-dire le monstre le plus horrible.
le plus hideux, le plus en abomination aux dieux et aux hommes que l'on puisse concevoir. Il porte les traits d'un homme, mais il a le cœur plus cruel que le tigre. Alors là, la phrase suivante est importante parce qu'il fonde la légitimité politique sur un ordre juridique. Comment reconnaître pour un homme celui qui ne veut entrer ni dans la communauté de droit qui fait les sociétés, ni dans la communauté de sentiments qui unit le genre humain, mais d'où nous trouverons une occasion plus convenable pour la parler de la tyrannie, etc. Voilà. Je vais passer à l'étape suivante. C'est en fait le De Republica, de nos jours, nous l'avons que de façon très fragmentée parce que pensez que c'est un texte qui vient d'une civilisation qui s'est effondrée au 5e siècle après Jésus-Christ, donc il nous manque des trucs. Et des fois, comme c'est l'Église catholique qui avait, pendant tout le Moyen-Âge, transmis des textes de génération en génération, puis il y a certaines choses qui ont disparu par accident parce que on n'avait pas l'imprimerie à l'époque, mais on a aussi certains textes qui ont disparu par malveillance de cette institution. Voilà. Et donc là, dans les deux passages suivants, il parle de la confrontation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je pense qu'en tant que citoyen français qui avons connu, dont le pays a connu cela depuis cette controverse depuis 1789, et le fait que nous vivons en 5e République, un régime qui donne la prépondérance au pouvoir exécutif, je pense que c'est important de le souligner. Alors là, il parle de Sparte, et il parle de la naissance des premières assemblées législatives, mais face à une sorte de monarchie qui devient plus ou moins parlementaire. Lycurgue, à la Cédémone, c'est-à-dire à Sparte, donna le nom d'ancien aux membres trop peu nombreux, puisqu'il n'était que 28, d'un conseil à qui il attribua le droit suprême de délibération, tandis que le roi conservait le droit suprême de commandement. Donc on a pouvoir législatif versus pouvoir exécutif. Nos ancêtres imitèrent son exemple, donc les ancêtres romains, et traduisirent même son expression en appelant Sénat, Senatus, ceux qu'il avait nommés anciens. Donc, le Sénat est l'Assemblée où siègent les anciens. C'est ce que Romulus fit lui-même, nous l'avons déjà dit à l'égard des pairs, les sénateurs qu'il avait institués. Cependant, au milieu d'une telle constitution, quoi qu'on fasse, la prépondérance appartient toujours à la royauté. Par exemple, avec le 49.3. Vous accordez quelques droits au peuple, comme Lycurgue et Romulus. Croyez-vous donc lui donner toute la liberté qu'il rêve? Vous ne faites qu'irriter sa soif d'indépendance en lui permettant de goûter cette liberté séduisante. Et là, j'adore ce passage. En tout cas, on aura toujours à craindre que le roi, ce qui n'arrive que trop souvent, ne devienne un maître injuste. C'est donc pour un peuple une destinée fragile que celle qui dépend du bon vouloir et des inclinations d'un seul homme. Voilà. Et donc, et là, dans le paragraphe suivant, il passe de la théorie à la pratique, c'est-à-dire qu'il affirme sa volonté politique de revenir sur le devant de la scène, et il fait une critique un peu ironique, un peu mordante de la théorie grecque qui se contente de comparer de façon théorique les régimes politiques et de ne pas être dans l'action politique, alors que les Romains ont la vertu d'être dans l'action politique et donc de n'utiliser la théorie que parce qu'elle sert l'action. Voilà. Et donc, je vous ai montré le premier modèle du despote et je vous ai fait observer l'origine de la tyrannie dans cet état que Romulus avait fondé sous la protection des dieux, et non dans cette république dépeinte par l'éloquence de Platon et conçue dans les promenades philosophiques de Socrate. Afin de pouvoir opposer à Tarquin portant un coup mortel à l'autorité royale, non par l'usurpation d'une puissance nouvelle, mais par l'injuste emploi de son légitime empire. Cet autre chef, bon, sage, éclairé sur les intérêts de l'État, jaloux de sa dignité, en un mot le véritable tuteur de la République. Car c'est ainsi que l'on doit nommer tous ceux qui savent régir et gouverner les nations. Reconnaissez l'homme dont je vous parle, c'est celui dont la sagesse et l'active vigilance sont les garanties de la fortune publique. À peine son nom a-t-il été prononcé jusqu'ici, mais plus d'une fois dans la suite, nous aurons à parler de ses fonctions et de son pouvoir. Là, il affirme clairement qu'il a des ambitions politiques. Voilà.
Est-ce qu'on fait un tour sur Robespierre? Oui, alors Robespierre. Ah, Déjà, allez. Robespierre, Vas-y, avant Isabelle. qu'on demande la tête de Capet, il a fait un discours dithyrambique sur l'abolition de la peine de mort, n'est-ce pas? Donc le 30 mai 1791, devant l'Assemblée constituante, Maximilien II ou pas II, Robespierre, je vais vous faire un petit extrait, hein. Donc, les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Là, toutes les idées se tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés et où, par conséquent, les lois sont justes. Partout où elles offensent l'humanité par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'y est pas connue, que celle du citoyen n'existe pas. C'est une preuve que le législateur n'est qu'un maître qui commande à des esclaves, qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée. Ça, c'est Robespierre, le 30 mai 1791. Maintenant, voici Robespierre. J'aime beaucoup Robespierre, je vous le cache pas. Mais quand même, la bipolarité du personnage impressionne. Donc maintenant, voici Robespierre, le lundi 3 décembre 1792, devant la Convention nationale. Le débat s'ouvre pour savoir si on doit juger oui ou non Louis Capet. Robespierre. Je tire ça de notre camarade Chiappa, qui a dû, en bon historien, respecter le verbatim personnage. L'Assemblée a été entraînée à son insu, loin de la véritable question. Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé. Vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et les représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. J'essaye de poser la question sur le fond. Louis ne peut donc être jugé, il est déjà condamné, ou la République n'est point absoute. Écartons la question juridique, qui n'est en rien juridique, car elle mettrait le roi au-dessus des lois. Proposer de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel. C'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l'objet d'un procès, il peut être absous. Il est peut-être innocent, que dis-je, s'il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais si Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution? Si Louis est innocent, tous les défenseurs de la liberté deviennent des calomniateurs. Une révolution a-t-elle eu lieu, oui ou non? Le peuple a-t-il le pouvoir? Si tel est le cas, les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires, ils ne rendent point de sentence, ils lancent la foudre, ils ne condamnent pas par les lois, ils les replongent dans le néant. Je récuse, car c'est hors de propos, de toute question personnelle. Tout est question de principe, toujours. Je n'ai pour Louis ni amour, ni haine. Je ne hais que ses forfaits. Comment puis-je conclure autrement que par ces mots? Je prononce à regret, je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Voilà. Clac, guillotine. C'était bien vu. Alors, il est méchant. Alors, ça va être très bref, mais je vais vraiment très bref. Je vais au préalable remonter en 1789. Georges Lefebvre, qui est historien, écrivait la chose suivante. La Révolution française pose la question de l'égalité des droits dans une situation où l'ancien régime faisait qu'il n'y avait pas d'égalité des droits. Cette question est encore particulièrement incandescente aujourd'hui. La question de l'égalité des droits est encore une question qui est à régler. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il écrivait ça, ce brave homme, mais enfin, il aurait pu l'écrire avant-hier, que ça aurait été toujours d'actualité. Alors non, je voulais simplement, avant de dire
un mot très bref sur Louise Michel, faire un petit salut à Gracchus Babeuf, dont Albert Soboul, qui est aussi écrivain, écrivait la chose suivante à propos de Babeuf. Il avait osé proclamer que le but de la société était le bonheur commun et que la Révolution devait assurer à tous les citoyens l'égalité des jouissances. Mais la propriété privée, introduisant nécessairement l'inégalité, et la loi agraire, c'est-à-dire le partage égal des propriétés, ne pouvant durer qu'un jour, car dès le lendemain de son établissement, l'inégalité se remontrerait. Le seul moyen d'arriver à l'égalité de fait, et c'est ce que disait Babeuf, est d'assurer à chacun et à sa postérité, si nombreuse qu'elle soit, la suffisance, mais rien que la suffisance, et d'établir l'administration commune, de supprimer la propriété particulière, d'attacher chaque homme au talent, à l'industrie qu'il connaît, de l'obliger à en déposer le fruit en nature au magasin commun et d'établir une simple administration de distribution, une administration des subsistances qui, tenant registre de tous les individus, de toutes les choses, fera répartir ces dernières dans la plus stricte égalité. Je crois que, bon, Babeuf, il ouvre une nouvelle période. Il ouvre la période, effectivement, de l'égalité pour tous. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des premiers qui a avoir réclamé l'égalité homme-femme, d'ailleurs, autant que je me souvienne. Et bon, alors, si je devais juste lire une phrase, il disait, je lirai celle-ci: nous prouverons que le terroir n'est à personne, qu'il est à tous. Nous prouverons que tout ce qu'un individu en accapare au-delà de ce qui peut le nourrir est un vol social. Hein? La propriété, c'est le vol. Voilà, exactement. Donc, bon, je voulais saluer donc Babeuf. Sur Louise Michel, ce serait très bref aussi. Quelques mots à propos de son procès. Je pense d'ailleurs que ça tombe bien après ce qu'a dit un collègue sur Robespierre, parce que Louise Michel a une vision un peu différente des choses. Dans son procès, donc, le procureur, celui qui est responsable du procès, lui demande si elle veut se défendre. Elle dit: je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare à accepter la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui, si je m'étais trouvé à Montmartre quand ils ont voulu faire tirer sur le peuple, je n'aurais pas hésité à faire tirer moi-même sur ceux qui donnaient des ordres semblables. D'autre part, quand on lui demande si elle veut faire appel, si elle veut demander la grâce, elle dit la chose suivante: puisqu'il semble de tout... elle dit, non, attendez, si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Je dénoncerai la vengeance de mes frères, les assassins de la commission de grâce. Non, il n'y a pas d'appel, je préférerais la mort. Je pense que, bon, là aussi, c'est une position dans l'histoire qui est de radicalisation et qui se situe sur le terrain de la révolution sociale. Je pense que, bon, ces deux personnages, c'est des moments dans l'histoire de ce pays, et c'est des moments qui sont, ma foi, pas aussi loin qu'on pourrait le croire. C'est tout. Merci. Est extraordinaire, qui s'appelle « Vous avez interrompu la vieille chanson », vous devez connaître peut-être le Jaurès à la Chambre. Jaurès, sous la Troisième République, s'adresse à la Chambre, à Jules Ferry notamment, du gouvernement, pour lui expliquer que tous les bienfaits, les acquis de la Troisième République, eh bien voilà les conséquences. Oui, par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois. C'est de leur volonté souveraine qu'émanent les lois et le gouvernement. Ils révoquent, ils changent leurs mandataires, les législateurs et les ministres,
Mais au moment même où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage. Au moment où il peut chasser les ministres du pouvoir, il est, lui, sans garantie aucune et sans lendemain, chassé de l'atelier. Son travail n'est plus qu'une marchandise que les détenteurs du capital acceptent ou refusent à leur gré. Il est la proie de tous les hasards, etc., etc. Alors il continue à un moment donné, puis il dit, vous avez fait des lois d'instruction, donc l'école de Jules Ferry. Dès lors, comment voulez-vous qu'à l'émancipation politique ne vienne pas s'ajouter, pour les travailleurs, l'émancipation sociale, quand vous avez décrété et préparé vous-même leur émancipation intellectuelle? Car vous n'avez pas voulu seulement que l'instruction fût universelle et obligatoire, vous avez voulu aussi qu'elle fût laïque. Et vous avez bien fait. Par là même, vous avez mis en harmonie l'éducation populaire avec les résultats de la pensée moderne. Vous avez définitivement arraché le peuple à la tutelle de l'Église et du dogme. Il y a vraiment tout, c'est un libre penseur, hein, Jaurès. Vous avez rompu non pas ces liens vivants dont je parlais tout à l'heure, mais les liens de passivité, d'habitude, de tradition et de routine qui subsistaient encore. Mais qu'avez-vous fait par là? Ah, je le sais bien, ce n'était qu'une habitude et non pas une croyance qui survivait encore en un grand nombre d'esprits. Mais cette habitude était pour quelques-uns tout au moins un calmant et un consolant. Eh bien, vous avez interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine. La misère humaine s'est réveillée avec des cris, elle s'est dressée devant vous, et elle réclame aujourd'hui sa place, sa large place au soleil du monde naturel, le seul que vous n'ayez point pâli. C'est-à-dire que, à chaque fois, c'est un Etienne qui dit des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Mais à chaque fois qu'il y a une avancée, il y a des acquis qui sont arrachés. Prenons 36. En 36, la grève générale fait que la loi des 40 heures, les congés payés, bon, tout ça, c'était des acquis à un moment donné. Pétain met tout ça à la poubelle. N'empêche qu'en 45, tout ça s'est remis sur la table par la classe ouvrière notamment. Donc à chaque fois, un acquis ne disparaît pas. Donc puisqu'on parle, le sujet c'est le despotisme, je voudrais simplement rappeler, bon, le despotisme, il y a eu les textes anciens, etc. C'est surtout dans les années 1780 que ça a été largement diffusé, les théories sur le despotisme, par Montesquieu entre autres, mais disons, et aussi par la suite par un certain nombre. Mais je voudrais reprendre une définition qui a été donnée du despotisme, qui devrait nous rappeler quand même que, hélas, ça n'a pas beaucoup changé. Le despotisme est une forme de gouvernement où tous les pouvoirs sont rassemblés dans les mains d'un seul homme qui s'appuie sur la contrainte policière et la terreur de ses sujets. Ça a été expliqué un peu avant 1789. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de changer de virgule aujourd'hui. On se retrouve un peu dans la même situation. Et pourtant, de 1789 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'événements révolutionnaires, entre autres, en 1830, 1848, 1871. Et puis, tout est permis. Mais il y a eu surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, c'est le développement très anarchique, disons, du capitalisme, qui a apporté, à grands coups de misère, c'est incontestable, mais qui a apporté des progrès pour l'humanité, qui a permis le développement d'efforts productifs, les échanges, enfin bref, de conquérir la planète, même si c'est par la colonisation, de conquérir la planète et d'unifier le marché. Cela étant dit, début du XXe siècle, la Terre a été partagée entre les grands groupes financiers, les grands groupes industriels, etc. Et il n'y a plus rien de neuf à conquérir, à part la Lune et Mars, et encore. Donc, il s'agit, pour les capitalistes de l'époque, s'ils veulent quelque chose, il faut le voler aux voisins. On a eu la Première Guerre mondiale, c'est un peu ça. Et la Première Guerre mondiale, qui est aussi la marque de l'arrêt du développement du capitalisme, qui n'a plus rien à apporter de positif à l'humanité, qui n'a plus à apporter que la destruction. C'est ce qu'ils ont fait en 14-18. Et puis,
il y a eu une des conséquences de cette Première Guerre mondiale, ça a été les mouvements révolutionnaires qui ont fait Florès. Il y a eu la révolution russe, bien entendu, mais il y a eu 2 révolutions en Allemagne, il y a eu une révolution en Hongrie, il y a eu des mouvements de grève générale en France, en Grande-Bretagne, etc., etc. D'ailleurs, la première révolution en Allemagne, c'est ce qui a conduit tous les cousins européens qui dirigeaient le pays, qui les a conduits à se mettre ensemble autour d'une table pour dire, bon, attendez, maintenant, la guerre 14, la guerre qu'on se fait, d'accord, ok, on l'a faite, on n'est pas près de la gagner, on ne sait pas comment ça va finir. Par contre, il y a un danger beaucoup plus grand, c'est les rouges. Alors maintenant, il faut qu'on arrête de se battre ensemble, les uns contre les autres, et qu'on se batte tous contre le même ennemi, pardon, en l'occurrence, les rouges, la révolution russe. Et c'est pour ça que la paix a été, enfin, l'armistice a été signé le 11 novembre 18, et le 12 novembre, il y avait des troupes françaises, anglaises, allemandes. De Gaulle, par exemple, a fait ses premières armes là-bas en Russie contre l'armée rouge. Comment dire, le gros anglais, le gros cigare, Churchill, lui, préconisait d'utiliser les gaz de combat, etc., tout ça contre les rouges. Il fallait détruire les rouges parce qu'ils avaient compris que les rouges allaient les détruire. Si ça n'avait pas mal tourné par la suite, à savoir s'il n'y avait pas eu Staline et ses bandes. Cela étant dit, la guerre est terminée, c'est pas pour autant que les situations sont réglées, et on voit en Italie, on voit apparaître un mouvement que tout le monde connaît, dirigé par un ancien socialiste, prétendument socialiste, je dirais, c'était le mouvement fasciste, pour réorganiser les démocraties occidentales, entre guillemets, surtout réorganiser la production capitaliste de façon à éteindre toute velléité révolutionnaire. Ça a été l'organisation du fascisme qui est née en Italie dans les années du 19-20. Et puis, parce que quand on parle fascisme, etc., on pense immédiatement à l'Allemagne, c'est vrai, mais ça avait commencé avant en Italie. Et puis au milieu de tout ça, il y en a quelques-uns, l'Église, pour ne pas la nommer, qui jusqu'au début du XXe siècle et même après la Première Guerre, considéraient notamment en France que la révolution c'était l'ennemi, il fallait s'en défaire et tout. Arrive là-dessus et donc ça a créé des conflits, y compris à l'intérieur de chaque pays, qui mettaient en danger tout l'édifice. Il suffit qu'un appartement brûle pour que tout le reste risque de brûler aussi. Donc il fallait trouver un moyen terme. Comme le capitalisme, bon, tout le monde sait comment ça s'est passé au XIXe siècle, la misère la plus noire, etc., avait amené la guerre, on a vu les conséquences avec la révolution, etc. Donc il ne fallait surtout pas que la révolution gagne. Donc il fallait que les capitalistes se calment un peu. Et c'est là qu'est apparu un individu qui s'appelait Pie XI, son vrai nom je ne sais plus, peu importe, et qui en 1931 a écrit un encyclique, il a produit un encyclique dans le but de trouver un moyen terme entre le capital et le socialisme et le communisme même. Donc dans son encyclique, je vais en citer quelques phrases, hein, il explique que dans la situation actuelle, on est en 1931, souvenez-vous, ça fait quand même plus de 10 ans que le fascisme est installé en Italie, que les fascistes se manifestent en Allemagne, et surtout c'est la Grande Dépression. Bon, c'est risqué de partout. Donc lui, il propose une chose. Il y a une chose qui reste à faire, je cite, qui se rattache étroitement à tout ce qui précède. De même qu'on ne saurait fonder l'unité du corps social sur l'opposition des classes, on ne peut attendre du libre jeu de la concurrence l'avènement d'un régime économique bien ordonné. À savoir que
les conditions économiques d'exploitation capitaliste existant toujours, ça devient dangereux. Tant qu'elles existeront, il y aura une opposition, l'opposition de classe. La lutte des classes était reconnue à l'époque, c'était même le plus grand danger. Alors, il a, comment dire, il a beaucoup écrit, hein, quand il explique qu'on ne peut plus attendre du libre jeu de la concurrence l'avènement d'un régime économique bien ordonné, à savoir que l'anarchie capitaliste, c'est plus possible. On ne peut pas faire comme ça. Ça va nous mener à la catastrophe. C'est en effet de cette illusion que sont sorties toutes les erreurs de la science économique individualiste. Cette science supprimant par oubli ou ignorance le caractère social et moral de la vie économique, penser que les pouvoirs publics doivent abandonner celle-ci, affranchie de toute contrainte, à ses propres réactions. C'est ce qu'il décrit là, c'est l'anarchie la plus complète, c'est l'économie qui décide tout. Ça me fait penser, moi, au Gugus qui est arrivé en Argentine, hein, où là, c'est plus aucune contrainte, plus aucune règle, le libéralisme a tout craint, le complet total. Et déjà en 1931, il y en a un qui écrivait « faisait pas les cons hein. ». Je continue. Sans doute contenue dans de justes limites, la concurrence est chose légitime et utile. Jamais pourtant ne saurait servir de norme régulatrice à la vie économique. Les faits l'ont surabondamment prouvé depuis qu'on a mis en pratique les postulats d'un néfaste individualisme. Il est donc absolument nécessaire de replacer la vie économique sous la loi d'un principe directeur juste et efficace. La dictature économique qui a succédé aujourd'hui à la libre concurrence ne saurait assurément remplir cette fonction. C'est écrit en 1931. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'était pas des prévisions, c'est pas Nostradamus, c'est Pie XI, mais c'était une réflexion politique qui était assez fine. Et donc, la dictature économique qui a succédé aujourd'hui à la libre concurrence ne saurait assurément remplir cette fonction. Elle le peut d'autant moins que, immodérée et violente de sa nature, elle a besoin pour se rendre utile aux hommes d'un frein énergique et d'une sage direction qu'elle ne trouve pas en elle-même. Et là, Monseigneur, il trouve que c'est donc un des principes supérieurs et plus nobles qu'il faut demander de gouverner avec une sévère intégrité ces puissances économiques, c'est-à-dire à la justice et à la charité sociale. Sociale avec un S, c'est justice et charité. Cette justice sociale doit donc pénétrer complètement les institutions mêmes et la vie tout entière des peuples. Son efficacité vraiment opérante doit surtout se manifester par la création d'un ordre juridique et social qui informe en quelque sorte toute la vie économique. Quant à la charité sociale, c'est lui qui dit, elle doit être l'âme de cet ordre que les pouvoirs publics doivent s'employer à protéger et défendre efficacement. Tâches dont ils s'acquitteront plus facilement s'ils veulent bien se libérer des attributions qui, nous l'avons déjà dit, ne sont pas de leur domaine propre. C'est-à-dire, chacun son domaine. Quand ils parlent de se détacher de ce qui n'est pas de leur domaine propre, et ce qui veut dire, c'est laissez-nous nous occuper du reste. Récemment, et voilà ce que Pie XI cite, récemment, ainsi que nul l'ignore, a été inaugurée une organisation syndicale et corporative d'un genre particulier. L'objet même de notre encyclique nous fait un devoir de la mentionner et de lui consacrer quelques réflexions opportunes. C'était le syndicalisme très vertical en Espagne, au Portugal, en Italie, et ce qui était en train de se préparer en Allemagne. L'État accorde aux syndicats, et en France, quelques années avant, on avait vu apparaître un syndicat très chrétien, la CFTC, en 19. L'État accorde au syndicat une reconnaissance légale qui n'est pas sans conférer à ce dernier, le syndicat, un caractère de monopole en tant que seul le syndicat reconnu peut représenter respectivement les ouvriers et les patrons, que seul il est autorisé à conclure des contrats ou des conventions collectives de travail. Là, on ne parle plus de lutte des classes.
On parle d'intégration, tout le monde dans l'intérêt commun. On est tous dans le même bateau. Le patron, les ouvriers dans la boîte, on est tous dans le même bateau, il faut que la boutique fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, et bien s'il faut licencier, on licencie. L'affiliation au syndicat est facultative. C'est une chance. C'est dans ce sens seulement que l'on peut qualifier de libre cette organisation syndicale. Ça, c'était en opposition directe à ce qu'ils expliquaient à l'époque, un mensonge de plus, bien sûr, c'était qu'en Russie, par exemple, sous le machin, il était obligatoire de se syndiquer. Et qu'il n'y avait qu'un syndicat. C'était pas obligatoire, c'était vivement recommandé, mais c'est directement contre ça que c'est dirigé. La cotisation syndicale et autres contributions spéciales sont obligatoires pour tous ceux qui appartiennent à une catégorie déterminée, ouvriers aussi bien que patrons, comme sont aussi obligatoires les conventions collectives de travail conclues par le syndicat légal. Là, on ne parle plus de liberté syndicale. Il est vrai qu'il a été officiellement déclaré que le syndicat légal n'exclut pas l'existence d'associations professionnelles de fait. Et là, il en vient, les corporations, c'est de ça qu'il s'agit, sont constituées par le représentant des syndicats ouvriers et patronaux d'une même profession, d'un même métier, ainsi que de vrais et propres organes d'institutions d'État, dirigent et coordonnent l'activité des syndicats dans toutes les matières d'intérêt commun. Grève et lockout sont interdits. La grève, le lockout, je rappelle ça, c'est le pouvoir des patrons, c'est les deux. Les usines doivent tourner, point. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, une magistrature arbitrale intervient. Pas n'est besoin de beaucoup de réflexion pour découvrir les avantages de l'institution, si sommairement que nous, le nous avec un N majuscule, c'est le pape lui-même, que nous l'ayons décrit. Collaboration pacifique des classes, éviction de l'action et des organisations socialistes, influence modératrice d'une magistrature spéciale. Exactement ce que Pétain a mis en place en France dès 1941, avec la charte du travail, etc. etc. Voilà. Et je vais conclure là-dessus, pour décrire un peu le corporatisme. Le corporatisme, ça signifie qu'il n'y a pas de capitalisme, mais il n'y a pas non plus de socialisme. C'est l'intégration des organisations ouvrières au fonctionnement de l'État, ce que De Gaulle a tenté de mettre en place par son coup d'État en 1958. Il a essayé de mettre, d'intégrer la classe ouvrière à ces organisations. Il a tenté de discipliner la classe ouvrière en disant on est tous dans le même bateau, allez-y. Il a tenté le coup et il s'est cassé les dents avec la grève des mineurs de 63 parce qu'il a cru qu'il allait pouvoir casser cette corporation et la corporation l'a envoyé se faire foutre. Quand il l'a réquisitionné, il n'a pas un qui est venu au boulot, hein. Il l'a envoyé se faire foutre. Donc De Gaulle a échoué. 63, ça préparait 68. Après ça, bon, il y a eu différentes tentatives. De Gaulle a tout essayé, y compris de mettre en place un Sénat qui intégrait les organisations ouvrières. C'était l'objet de son référendum de 69, auquel les organisations syndicales, dont Force ouvrière, la CGT et FO, ont appelé à voter non. Il s'est cassé la gueule et il est parti, lui. Donc, le corporatisme, c'est l'inverse du corporatisme, pardon, c'est la reconnaissance de l'existence des classes sociales, mais c'est aussi le refus de la lutte des classes. Il reconnaît qu'il y a effectivement deux classes, il y a les patrons, les ouvriers, mais il n'y a pas de lutte, on est tous dans le même bateau. Voilà, voilà. Ah oui, merci Dominique. Il est déjà midi. Alors,
simplement, une petite remarque. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La question fondamentale, c'est la place du peuple. Et moi, quand on a échangé un peu avec Marc, je me disais qu'il y a plein de dates dans l'histoire de ce pays. Et on parlait de 68. Je me disais, moi, ce qui m'a marqué en 68, c'est quand De Gaulle est allé à Baden-Baden. C'est-à-dire que la force du peuple fait qu'à un moment donné, il est allé voir s'il y avait le recours possible à l'armée, et Massu lui a dit, il a dit à Massu, tout est foutu. Massu lui dit, mais non, vous avez encore des cartes dans votre manche, et en particulier la possibilité de discuter avec les organisations syndicales, dont la CFDT, qui est la continuatrice de la CFDT dont on parlait précédemment. Rigolez. Pourquoi la télé, on n'a pas envie de la casser. Ce matin, à LCI, ils expliquaient la chose suivante. Je suis tombé dessus par hasard, ils disaient, voilà, l'école privée reçoit plein de pognon du gouvernement. Et ils donnaient les sous. Alors ils disaient pour les 8 milliards, ils disaient les écoles maternelles, etc. En plus, ils ont le droit de choisir les élèves et de les choisir et de les garder ou pas. L'école publique, elle n'a pas le choix. Et alors, l'école publique, l'école privée, le pognon de l'État, le pognon des entreprises et le pognon des parents. Elle disait, alors ce qui est rigolo, c'est qu'il disait, voilà, les parents ne donnent que 30%. Il faudrait quand même peut-être reprendre un peu de pognon aux écoles privées, que les parents payent un peu plus, et le pognon qu'on pourrait un petit peu récupérer, on pourrait le donner à l'école publique qui est quand même dans de grandes difficultés. Donc voilà, c'est ça, ça va continuer l'école publique, on va solliciter un peu plus les parents. On n'aura jamais assez la nouvelle ministre. Elle remet sur la table.